Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous ce matin pour la deuxième session de ce séminaire des mondes possibles. Ce matin, 3 interventions. La première qui nous permettra de reprendre notre machine à voyager dans le temps et de revenir aux origines de l'humanité pour examiner au fond la question de la migration au regard de la très longue durée, c'est-à-dire comment l'homme et l'homo sapiens en particulier s'est trouvé distingué par cette capacité à migrer. La deuxième intervention nous permettra cette fois-ci de nous promener dans l'espace. Hier, nous sommes allés en Allemagne, nous sommes allés à Calais, nous avons survolé la France. Et cette fois-ci, nous allons aller aux avant-postes, en quelque sorte, de la crise migratoire, en nous déplaçant en Grèce avec Maria Stavropoulos, que je remercie d'être ici, d'être venue, d'avoir fait le voyage d'Athènes jusqu'à Deauville, pour nous expliquer comment ça s'est passé et comment elle a installé une politique d'asile en Grèce. Marielle de Sarnez, parlementaire qui devait prendre la parole et nous donner les premières conclusions de son rapport, du rapport qu'elle est en train de rédiger sur les migrations mondiales, malheureusement a été sollicitée par le Premier ministre et est en voyage officiel avec Édouard Philippe à Abu Dhabi ce week-end. Et c'est la raison pour laquelle nous regrettons son absence. Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre et ancien ministre de l'Intérieur, qui à cet égard a fait beaucoup, en particulier à l'époque de Calais, et notamment sur la question du démantèlement et la mise en place de cette politique des centres d'accueil et d'orientation, viendra nous rejoindre à 11h15 pour nous parler du défi que constitue pour les démocraties la question des migrations. Et nous terminerons avec Philippe Augier, maire de Deauville, par une synthèse de ces 2 journées. Oui, voilà, je ferai la synthèse. Voilà. Donc, merci de votre attention et j'appelle tout de suite Hervé Lebras, qui est démographe, historien, démocrate également. Démographe, historien, directeur de recherche au CNRS. Il a signé de nombreux ouvrages. Les derniers qui intéressent notre question, c'est d'une part l'Atlas des migrations, qui est paru aux éditions Autrement, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, je crois. Et puis un livre qu'il a fait paraître à la Découverte avec Dominique Garcia, qui s'appelle Archéologie des migrations. Et c'est à partir de cette réflexion, disons peut-être plus anthropologique, que Hervé Lebras va aborder la question des migrations. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Bonjour. Merci à la ville de Deauville, à son maire, à Didier Lesky aussi, qui a une part importante dans cette manifestation. Je vais donc essayer de vous dresser, mais c'est une tâche en fait presque impossible, un bilan des migrations depuis que l'homme est apparu sur Terre. Donc vous excuserez qu'il y aura quelquefois des trous qu'on sautera assez rapidement d'une période à l'autre. Je vais partir d'une remarque qui est une remarque de Pascal Pic, le paléontologue, qui disait au fond la famille des primates était en voie d'extinction. Il y avait plus d'une 50aine d'espèces de primates il y a une quinzaine de millions d'années, et puis il en reste 5 ou 6. Et il y en a une seule qui a réussi, et réussi au-delà de tout ce qui était imaginable, c'est Homo sapiens. C'est nous. Alors, pourquoi a-t-elle réussi? Et Pascal Pic pointe le fait que c'est la seule espèce de primate qui a migré. Les gorilles, les chimpanzés, les orang-outans sont restés cloisonnés dans leur forêt équatoriale ou tropicale. Et au fond, ils ont, si on peut employer le terme, végété. En revanche, l'homme est sorti de cet habitat et a migré. Et donc, certains paléontologues pensent même au fond, et
rejoignent des généticiens qu'il y a une sorte de gène de la migration dans notre espèce, gène qui n'existe pas pour les autres espèces de primates. Et j'ajouterais, dans ce que je vais vous montrer, qu'il y a une autre tendance qui a sans doute permis l'ascension de l'Homo sapiens, qui est le métissage. Et de ce point de vue-là, il y a au fond une sorte de réécriture actuelle du roman, ce qu'on pourrait appeler le roman migratoire par rapport à ce qu'on appelle le roman national. Parce qu'au fond, notre idée, notre roman migratoire jusqu'à une époque récente, ou d'ailleurs notre roman, on peut dire, de l'espèce humaine, était un roman linéaire. Et cela venait, au fond, des séquelles de la théorie de l'évolution. Je vais vous montrer une page du très célèbre livre de Darwin sur l'évolution, qui était paru en 1858. Il montre sur ces 2 pages, c'est une très belle figure où il montre comment les espèces divergent les unes des autres. Mais vous voyez que c'est une sorte d'arbre, c'est-à-dire certaines branches disparaissent et puis on monte et au fond les espèces s'améliorent et deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus, pour reprendre le terme de Darwin, adaptées. Et cette vision-là au fond, a créé une vision aussi de l'espèce humaine. Elle a une conséquence presque immédiate, par exemple, chez un très grand savant, Ernst Haeckel, qui est l'inventeur du terme écologie, et puis de beaucoup d'autres choses, des premières photos et images dessinées de radiolaires, ces micro-organismes qui prennent des formes géométriques. Et dans un de ses grands livres, qui a d'ailleurs été traduit presque immédiatement en France, et Haeckel était déjà le traducteur d'ailleurs de Darwin, a au fond fait comme Darwin, mais avec l'espèce humaine. Alors vous ne pourrez pas lire en détail cet arbre généalogique de l'homme, mais il y a un glissement de sens, et les espèces humaines, et Haeckel parle de race, sont marquées en gras. Il y a 12 espèces selon Haeckel, et vous voyez qu'elles sont rangées, plus elles sont hautes sur la page, au fond, plus elles sont réputées être civilisées, voire intelligentes. Donc il y a une sorte de perversion. Cet arbre a conduit à une hiérarchie presque inévitablement. Et Haeckel est allé un peu plus loin. Il a imaginé, et on entre dans notre sujet, comment l'homme avait peuplé la Terre et comment ces 12 espèces étaient apparues. Voilà une carte qu'il a donnée. Alors, ce qui est étrange, au centre, au début, il y a une petite... c'est au centre de la zone violette, il y a marqué « paradis », ce qui est d'autant plus étrange que c'est en plein océan Indien et que Haeckel était un athée et un anticlérical. Mais enfin, il a repris là une tradition fond biblique, simplement en mettant les donnes un petit peu au-delà de l'Arabie. Et puis, ce qui est à noter, si je vous montre cette image, c'est qu'au fond, il a plaqué les 12 espèces et leur cheminement. Certains cheminements sont d'ailleurs, on les retrouvera bientôt, assez exacts, ne serait-ce d'ailleurs que celui qui passe de la Sibérie par le détroit de Bering jusqu'à peupler toute l'Amérique du Nord et du Sud. Mais en même temps, une particularité, vous voyez, qui est la particularité de l'arbre, c'est qu'il n'y a pas de branches qui se rencontrent. Autrement dit, il n'y a aucun métissage. Autrement dit, chaque race au sens de Haeckel, chaque population est une population qui occupe seule l'espace où elle se trouve, qui devient au fil du temps autochtone. Et c'est ce point-là, au fond, dont on est en train de sortir actuellement. On est en train de sortir de plusieurs manières. D'abord, on s'aperçoit que, et vous avez dû suivre les découvertes récentes, qu'il n'y a pas simplement eu la succession, les grands singes, sans doute un ancêtre du chimpanzé, puis les australopithèques, puis Pithecanthrope, puis si on est en Europe, il y a encore d'autres noms, l'Homo heidelbergensis, puis les Néandertaliens, puis l'Homo sapiens. Mais il y a coexistence d'un certain nombre au fond, de sous-groupes humains, d'espèces humaines, et que ces espèces humaines, surtout, vont, au fond, se mélanger, se métisser. Et ça, on le sait depuis très peu de temps, depuis qu'un très grand chercheur, Sven Peble,
dans le laboratoire de Leipzig, a été capable de séquencer de l'ADN très ancien. Jusqu'à une époque récente, l'ADN s'abîme vite. Donc jusqu'à une époque récente, on pensait qu'on ne pouvait pas remonter au-delà de 8-10 000 ans. Mais ce qu'il a trouvé comme méthode, grâce aux ordinateurs aussi, c'est qu'en prenant des tout petits bouts d'ADN, donc très anciens, puisque l'ADN se casse et puis aussi il peut être soumis à certaines variations à cause des agents chimiques là où il est conservé, eh bien, en les mettant bout à bout, en les corrigeant, on reconstitue l'ADN entier. Donc maintenant, on remonte extrêmement loin et là est arrivée une surprise, puis une autre dont je vais dire un mot. La première surprise, c'est comme vous le savez, que selon les populations, nous avons de 1 à 4% d'ADN commun avec l'homme de Néandertal. Donc il y a eu interfécondité, et plus qu'encore qu'interfécondité, cette interfécondité a donné des enfants qui eux-mêmes étaient des descendants qui eux-mêmes étaient féconds. Donc d'une certaine manière, le Néandertal est plus une race humaine qu'une autre espèce d'homme, puisqu'une définition des espèces, c'est justement l'interfécondité et la reproduction sur plusieurs générations au moins. Et puis, presque au même moment, dans une grotte perdue de l'Altaï, qui est un contrefort de l'Himalaya, où on fouillait depuis plus de 10 ans, on a trouvé une phalange du 5e doigt. Et cette phalange du 5e doigt, son ADN a été analysé. C'est l'homme de Denisova. C'est quelqu'un qui est encore totalement différent du point de vue ADN de Homo sapiens et de Néandertal, mais qui a en commun avec les deux plusieurs séquences. Notre patrimoine génétique est un peu moins important de ce point de vue-là. La part de ce patrimoine qui vient de l'homme de Denisova est de l'ordre de 0 à 2% selon les populations, mais c'est non négligeable. Et même chose pour le patrimoine de Néandertal. Et si on a retrouvé cette phalange du 5e doigt dans une grotte de l'Altaï, il est possible, et ce que pensent la plupart des paléontologues, c'est qu'on retrouvera d'autres phalanges, et peut-être mieux, dans d'autres endroits, et qu'il y a sans doute eu un grand nombre, au fond, d'espèces humaines liées à Homo sapiens, interfécondes, dont notre espèce est sortie. Et d'ailleurs, cela a été confirmé récemment par la découverte de Jean-Jacques Hublin, qui est un de nos plus grands paléontologues, qui a dans un gisement au Maroc trouvé des Homo sapiens. On pensait que l'Homo sapiens était apparu il y avait 150 000 ans. Des Homo sapiens qui sont, la datation donne 320 000 ans et qui ne sont pas vraiment complètement semblables. Alors on les appelle Homo sapiens archaïques, mais ils ont encore des caractères qui les rapprochent de justement les hommes précédents. Donc, c'est produit dès le début un assez grand mélange. Pourquoi ce mélange? C'est sans doute pour ça que l'homme a réussi, parce qu'en se mélangeant, il a acquis des résistances à au fond, des pathologies qu'il rencontrait en sortant de son habitat, et puis aussi des gènes qui lui permettaient de s'adapter au froid, de s'adapter à l'altitude, et donc d'acquérir ce qu'il a progressivement acquis, c'est-à-dire une universalité, la capacité de s'adapter à n'importe quel environnement terrestre. Donc il y a eu cette première vague. Alors cette première vague, comment s'est-elle déroulée? Il y a beaucoup d'hypothèses qui amènent à penser qu'elle est passée notamment par à peu près ce que vous montre cette carte. Il y a assez peu de débats, sauf sur les dates. Tout récemment, il y a un mois, les Israéliens ont découvert des squelettes qui montrent que Homo sapiens était déjà en Palestine il y a entre 140 et 160 000 ans, alors qu'on pensait que c'était plutôt de l'ordre de 50 à 70 000 ans. Donc cette première vague, alors on dit vague de migration, mais c'est sans doute été très lent, puisque c'est des périodes énormes. Donc même en progressant de quelques kilomètres, on reste quand même, on fait beaucoup de kilomètres, si vous voulez, au bout de beaucoup de générations. Et c'est presque toutes ces populations étaient des populations de chasseurs-cueilleurs, et il s'est produit une seconde vague qui est liée
historiquement qu'on appelle la vague d'avancée du néolithique, qui est liée à la découverte ou à l'invention de l'agriculture. Cette invention a eu lieu, comme vous le savez, dans cette zone d'ailleurs où il y a les conflits les plus intenses actuellement, qui est au Proche-Orient, à l'ouest de l'Irak et de l'Iran, et puis au nord de la Syrie et dans la vallée du Jourdain. À peu près il y a 11 000 ans, l'agriculture a commencé, et ce début de l'agriculture est sans doute une force, une des plus puissantes, qui a poussé à la migration, mais à nouveau une migration qui est une migration lente. La raison de cette migration, c'est que quand vous pratiquez l'agriculture, la population il y a deux caractéristiques fortes. L'une est que la population va s'accroître dans un premier temps, et de l'autre, c'est que cette population peut vivre beaucoup plus nombreuse sur un territoire. Un chasseur-cueilleur, en moyenne, a besoin de 10 km² pour vivre. Une agriculture primitive, on peut nourrir plus de 10 personnes au kilomètre carré, soit 100 fois plus. D'ailleurs, même dans la France ancienne, les densités étaient fortes avec une agriculture assez primitive. Dans votre Normandie, plusieurs paroisses ont été bien étudiées pour leur démographie et leur économie au XVIIe et XVIIIe siècle. Par exemple, Tourouvre au Perche. Et les rendements étaient de l'ordre de 9 à 11 quintaux à l'hectare. Et pourtant, les densités rurales atteignaient, dans certains endroits en Normandie, 100 habitants par kilomètre carré. Ils étaient bien sûr à la limite de la subsistance. Mais même avec une agriculture, au fond, à faible rendement, on peut avoir de fortes densités. Et puis la seconde raison, qui est la croissance démographique, c'est que quand vous passez de la chasse et cueillette à l'agriculture, les femmes peuvent nourrir les enfants plus rapidement et donc cesser d'allaiter plus vite. Donc ça raccourcit les intervalles entre naissances et la population augmente, et c'est ce qu'on a appelé la révolution démographique du néolithique. Et donc cette population d'agriculteurs a progressivement augmenté, et elle s'est répandue, elle a très lentement, d'après personne qui a le premier théorisé cela, qui est un archéologue anglais, Colin Renfrew, Sir Colin Renfrew, puisqu'il a été anobli par la reine d'Angleterre, qui a fondé la New Archaeology et qui a créé ce terme de la vague d'avancée. Il montre que c'est à peu près 30 km par an. Alors là, je vous montre juste, pour illustrer l'idée démographique, vous voyez que quand il y a des chasseurs-cueilleurs, le maximum de population que peut porter la Terre, c'est de l'ordre de quelques millions. Et puis quand on est avec l'agriculture traditionnelle, on monte, et ça a été le cas de l'Antiquité, jusqu'à 400 millions. Et puis l'agriculture moderne, qui débute à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, mais surtout du XIXe, avec l'invention des engrais qui sont pas d'origine végétale, qui sont d'origine minérale, notamment azotée. Alors là, on arrive à, j'ai mis 6 milliards, mais vous savez qu'on est même à 7 milliards 700 000 actuellement. Alors, pourriez me dire comment est-ce que, une fois qu'on a atteint un maximum correspondant à la production, comment ça se stabilise? Une des idées est qu'à ce moment-là, après la forte croissance du néolithique, qui a quand même duré plusieurs millénaires, le fait que les hommes et les animaux domestiques cohabitent a créé des passages d'espèces de certaines maladies qui sont apparues, et donc la mortalité a augmenté, et la population s'est au fond à peu près régulée à partir sans doute de 1500 ou 1000 avant Jésus-Christ. Voilà une image qui vous montre quelle a été la progression de l'agriculture et qui donc accrédite la thèse de la vague d'avancée. Vous voyez que au début, c'est les points les plus rouges, c'est les arrivées de l'agriculture. Alors on le sait parce que on analyse dans les gisements archéologiques maintenant les graines qu'on retrouve, et on sait la date à partir de laquelle ces graines cultivées apparaissent, notamment en fonction du gisement où elles se trouvent.
voyez que d'abord, vous avez ces points rouges, puis ensuite, la progression, vous avez les points bleus, puis les points verts. Il y a eu sans doute 2 routes, une par le Danube et puis une par les côtes adriatiques et l'Italie. Et après pratiquement 7000 ans de progression, c'est arrivé, vous le voyez, en Irlande et dans le nord de l'Angleterre. Ce qui veut dire qu'il y a eu, au fond, l'Europe... surtout l'Europe de l'Ouest, a été peuplée à partir d'un centre unique, mais très progressivement et sans qu'il y ait des migrations de forme invasive. Voilà un petit peu le chemin qui est discuté d'habitude. Alors ça a été lié à une autre question très vite, qui est la question indo-européenne, puisqu'on a tout de suite associé cette idée de la vague d'avancée avec l'idée que c'est la raison pour laquelle un certain nombre de langues, vous savez, pratiquement toutes les langues d'Europe, avec quelques exceptions près, comme le hongrois ou le finnois ou le basque, ont la même origine, et ont la même origine que des langues au nord de l'Inde, parce que la vague d'avancée a eu lieu aussi de l'autre côté, notamment dans la vallée de l'Indus. Mais une autre preuve de cela, c'est les analyses qu'a fait un très grand généticien de Stanford, Luigi Cavalli-Sforza, qui a utilisé tout le matériel génétique que l'on connaît en Europe, les rhésus, les groupes d'histocompatibilité, notamment ceux qui servent à caractériser les donneurs de greffe et les receveurs, et il obtient, par une méthode statistique, quelle est la plus forte progression, la plus forte probabilité de ressemblance des différents groupes géographiques, et vous voyez ce qu'il obtient. On a bien cette progression à partir du Proche-Orient. Cette idée, donc, s'est progressivement imposée, d'autant que on a trouvé d'autres exemples de vagues d'avancée. C'est d'ailleurs un peu un mystère. L'agriculture a été découverte à des endroits différents du monde, et on est presque sûr qu'il n'y a pas eu de communication. Par exemple, elle a été découverte au sud du Mexique avec le maïs. Elle a été découverte en Inde, en Chine avec le riz. Et là, je vous ai mis un cas qui est plus extraordinaire, c'est la Nouvelle-Guinée. Il y a une vague d'avancée en Nouvelle-Guinée avec la culture d'une plante qui s'appelle le taro. Et donc, on a eu la même expansion de population, et on a eu aussi la même parenté entre les langues à partir de ce centre. Et une fois que cette population s'est installée, vous voyez, c'est la seconde image, juste pour en dire un mot, c'est les vagues migratoires suivantes, qu'on appelle les vagues austronésiennes, ont contourné. Quand un territoire est occupé, à ce moment-là, les migrants vont plus loin. C'est ce qu'ont d'ailleurs fait très rapidement les migrants qui sont passés de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud. Ils vont ils sont attirés, si on peut dire, par le vide. Mais dès qu'il y a une occupation, elle est contournée. Vous voyez comment la Nouvelle-Guinée a été contournée pour aller ensuite jusqu'à la Polynésie. Cette seconde vague a amené à beaucoup de discussions, parce que de 2 types de discussions. Premier type est de dire, mais les chasseurs-cueilleurs qui étaient présents, peut-être qu'au fond, avant d'être repoussés, refoulés progressivement, peut-être qu'ils ont acquis la capacité eux-mêmes d'être agriculteurs. Donc il y a eu une épidémie des inventions et pas une migration. Et c'est une très grosse discussion, par exemple pour les Étrusques, discussion qui est mêlée de politique, puisque sous Mussolini, le grand spécialiste des Étrusques, prétendait justement que les Étrusques étaient autochtones. C'était l'origine du peuple italien, et qu'ils avaient simplement adapté très vite les recettes de l'agriculture qu'ils avaient vues utilisées par des populations proches qui arrivaient, alors qu'inversement, la thèse de la vague d'avancée est que ces populations qui étaient de densité très faible, 100 fois plus faible que les populations d'agriculteurs, ont été repoussées. Donc actuellement encore beaucoup de débats qui est au fond, est-ce que c'est la part d'invention qui a compté, de vagues d'avancée, ou bien est-ce que c'est la part de copie, d'épidémiologie qui a joué? Dans beaucoup d'endroits dans le monde, la question reste débattue par les archéologues et par les paléontologues. Et puis, il y a suite à la question des langues, une
troisième difficulté est apparue, c'est-à-dire qu'il y a vraisemblablement eu une vague qui a eu lieu entre 5000 et 4000 avant Jésus-Christ, qui cette fois-là venait des steppes ukrainiennes, des steppes caucasiennes, qu'on appelle la vague Yamna, qui est et cette fois-ci qui serait une vague de nomades. Et que au fond, la langue indo-européenne initiale aurait été la langue non pas de celle des premiers agriculteurs, mais de celle de ces tribus nomades, de ces tribus de pasteurs. Alors, le débat est actuellement encore très fort avec des comparaisons génétiques, des comparaisons de langue, et il a un sens politique à l'époque, dans l'entre-deux-guerres. C'était la vague Yamna qui l'emportait, avec l'idée que le berceau des Indo-Européens était du côté au fond, de l'ouest de la Russie, et même peut-être, pour très grand archéologue de cette époque, Gimbutas, qu'elle était en Lettonie. Gimbutas était lettonne. Et inversement, les tenants plus tard de la vague d'avancée, comme vous l'avez vu, avec des arguments forts, pensent que c'est du côté de l'Asie mineure qu'est apparue à la fois l'agriculture et qu'ont divergé les différentes langues indo-européennes. Alors, ce qui est intéressant, et là je vais faire une toute petite excursion moderne, c'est que c'est le problème lié agriculteurs et pasteurs. Cette question des agriculteurs et des pasteurs est sans doute dès les débuts de l'agriculture. On pensait que la domestication des animaux était postérieure à celle de l'épeautre, qui est l'ancêtre du blé notamment. Et on pense maintenant, notamment les travaux de Jean Guilaine montrent que c'est sans doute, ça s'est produit pratiquement au même moment, enfin au même moment à l'échelle d'un millénaire. Et donc, à la fois cet élevage et cette agriculture primitive, quand elle progressait, quand on est arrivé dans des territoires qui étaient peu propices à l'agriculture, s'est transformé en élevage, puis en pastorat et en nomadisme. Et donc sont constituées au fond deux populations de type très différents, les nomades et puis les agriculteurs. Et les nomades ont des capacités guerrières plus fortes parce qu'ils peuvent se regrouper assez vite, alors que les agriculteurs sont dispersés. Donc pour lutter, vous le savez, contre les nomades, sont apparues les premières fortifications, et même les premières villes, comme Çatalhöyük en Turquie. Et les incursions nomades sont devenues de plus en plus fortes, autant que les nomades ont fait des progrès, notamment, plus tard ce sera l'étrier, mais c'est aussi avec l'amélioration des chevaux, qui au début étaient plutôt de la taille des poneys, puis qui ont progressivement, par sélection, sont devenus des vrais chevaux capables de créer des cavaleries. Et donc on a dès l'Antiquité, on a cette opposition entre ces populations de pasteurs et ces populations d'agriculteurs. La langue grecque, d'ailleurs, ancienne, montre bien cette opposition. Il y a deux termes pour désigner le peuple sous son aspect politique. Il y a le démos, qui a donné démocratie, qui est le démos, c'est le peuple des agriculteurs. C'est comme divisé, c'est-à-dire c'est la terre est divisée. Et puis il y a le laïos. Le laïos a donné laïque, d'ailleurs, qui est le peuple organisé militairement, avec un chef hiérarchisé. Et d'une certaine manière, le démos, c'est lié à ce que les mœurs se disent en grec ethos, en grec ancien, et c'est ethnos, qui a donné ethnique, ethnicité, en provient. Donc il y a une filière, ceux qui ont les mêmes mœurs donnent le démos et le peuple politique et la démocratie. Et puis il y a l'autre filière qui est l'aios, est lié à génos, c'est-à-dire à ceux qui ont le même ancêtre, un ancêtre commun, donc, et qui, eux, sont organisés plus militairement. Si j'insiste un peu là-dessus, c'est qu'au fond, on est dans la modernité. Si on regarde bien ce qui se passe actuellement dans les principaux conflits du monde, on a beaucoup dit que dans l'islam, c'est l'opposition des chiites et des sunnites. C'est vrai, bien sûr, assez largement. Mais si vous regardez bien, c'est peut-être encore plus l'opposition des agriculteurs à des nomades ou d'anciens nomades. Vous pouvez parcourir l'ensemble de ce très vaste Proche-Orient. Si vous démarrez, par exemple, au Yémen, les Houthis sont une forme de chiites,
de religion chiite, et leurs adversaires du sud Yémen, c'est des sunnites qui sont plutôt des populations de nomades. En Irak, même chose, l'opposition entre les sunnites et les chiites. Même chose d'ailleurs en Syrie avec les alaouites qui sont plus proches, quoique c'est assez loin quand même des chiites, mais qui ne sont pas du tout sunnites. Et puis maintenant, si vous passez plus au sud, là, vous ne retrouvez plus cette opposition religieuse, mais vous retrouvez l'opposition des éleveurs contre les agriculteurs, des pasteurs. Si vous prenez tout ce qui se passe au Darfour, c'est une guerre des uns contre les autres, des pasteurs contre les agriculteurs. Même chose au nord du Mali, avec les Touaregs face aux agriculteurs Bambara. Même chose au Niger et au Nigeria, avec Boko Haram. Donc, ce que je vous raconte est une histoire très ancienne, mais aussi très moderne. Alors, vous me direz, si je continue à ce rythme-là, on est encore à 4 heures de l'après-midi à en parler. Donc, je vais sauter très rapidement en m'autorisant d'une remarque de Peter Billwood, qui est un grand archéologue australien. Et on va sauter depuis ces éleveurs et pasteurs de la vague Yamna à l'époque moderne, dont je vais vous dire juste un mot d'ailleurs. La phrase est la suivante. Comparé à ces 3 épisodes migratoires préhistoriques, c'est les 3 dont je vous ai parlé. Là, le premier, c'est l'arrivée de Homo sapiens en Europe. Le second, c'est la vague d'avancée. Le troisième, c'est la vague Yamna. Et voilà ce que dit Peter Bellwood. Comparé à ces 3 épisodes migratoires préhistoriques, les migrations suivantes, antérieures à l'an 1500 de notre ère, donc à la Renaissance, y compris celles des Grecs et des Macédoniens d'Alexandre, des tribus barbares à la fin de l'Empire romain, voire celles des Arabes et des Mongols, n'ont eu qu'un impact limité sur la répartition globale des peuples et des langues. C'est extrêmement important. Ça veut dire que notre imaginaire des invasions, de la chute, depuis la chute, au moment de la chute de l'Empire romain, est véritablement un imaginaire. On a très peu de traces de ces soi-disant invasions. C'est des petits groupes armés et souvent même des bandes de mercenaires qui se recomposaient, qui ont formé ce qu'on a appelé les Goths, les Suèves, même les Francs, les Vandales. On sait combien il y avait par exemple de Vandales qui ont eu une aventure prodigieuse, puisqu'ils sont partis du nord de l'Allemagne, ils ont traversé la France, se sont établis un peu en Espagne, ont franchi le détroit de Gibraltar et ont finalement créé un royaume dans l'actuelle Tunisie qui a duré un peu moins d'un siècle. Or, ils avaient un historien, Procope, qui les a comptés, qui donne le chiffre de 80 000, femmes et enfants comprises. Et à la même époque, on pense que la Gaule, c'est un chiffre approximatif, vous le verrez, on pense qu'elle a entre 7 et 15 millions d'habitants, donc c'est presque rien. Et c'est ce que remarque Peter Bellwood. Puisqu'on est en Normandie, on a beaucoup cherché des traces des Vikings. Et les archéologues sont obligés de dire qu'il n'y a pratiquement rien. On a pu montrer qu'au mieux, les quelques artefacts, les quelques outils ou haches qu'on a trouvés dans l'estuaire de la Seine avaient sans doute été achetés et n'étaient pas la propriété de Vikings. Il y a un tombeau de Vikings dans l'île de Groix. C'est même pas d'ailleurs en Normandie. Je le dis parce qu'il y a eu un roman viking qui a été assez important en Normandie, notamment avec des historiens de la faculté de Caen. Même la partie du haut du Cotentin, ce qu'on appelle le Hagendick, qui est cette sorte de levée de terre qui sépare l'extrême ouest du Cotentin, là où est la centrale nucléaire de La Hague. On sait maintenant qu'il a été construit bien avant, à l'époque des dolmens, et pas du tout. Alors, il a pu être exploité un moment par les Vikings, mais c'est pas du tout une construction viking. Donc, il faut arriver à l'époque moderne. Et à l'époque moderne, et c'est par là que je vais finir, au fond, les deux tendances que j'ai annoncées au tout début avec la phrase introductive de Pascal Pic, la migration et puis le métissage, se sont au fond confirmés et ont pris beaucoup d'ampleur. La vague d'avancée, je vais vous montrer juste un petit exemple de vague d'avancée qui est française, c'est le pourcentage d'étrangers dans la population active en 1891. On le connaît parfaitement. Alors, vous voyez qu'on passe très rapidement de plus de 10% d'étrangers à moins de 1%, c'est la partie en jaune. Et
quand on regarde qui étaient ces étrangers, j'aurais pu vous montrer des cartes par nationalité, mais la moitié des étrangers en France en 1891, c'est des Belges. Et les 3/4 de ces Belges sont dans le département du Nord. De la même manière, le groupe suivant, c'est les Italiens qui sont dans les 3 départements méditerranéens que vous voyez en rouge. On a des Allemands dans la Meurthe et Moselle. L'ensemble des populations frontalières de nos voisins représente à l'époque 94% des étrangers. Donc c'est des migrations de voisinage, des migrations de vagues d'avancée. Et de plus près, quand on regarde qui sont ces Belges, c'est des Wallons, c'est des Flamands de la frontière flamande. Qui sont ces Italiens, c'est des Piémontais. Qui sont ces Espagnols, ce sont des Catalans ou des Basques. Donc on est encore dans ce mode de vague d'avancée, de proche en proche, d'étalement des populations. Et puis vous allez voir que cette vague d'avancée progresse. La voilà en 1936, où là on l'oublie, mais la proportion d'étrangers en France en 1936 était supérieure à ce qu'elle est maintenant. Ils étaient un peu moins nombreux parce que la population était un peu inférieure à 40 millions et que nous avons dépassé 65 millions, mais en proportion de la population, leur part était plus importante. Puis voilà, encore un peu plus tard en 54, et puis vous voyez, on a à peu près gagné. Cette vague d'avancée, je vais vous en montrer un autre exemple que chacun d'entre vous peut vérifier. Il existe un site sur lequel on indique pour les naissances depuis 1875, je crois, dans quel département elles se sont produites par nom patronymique. Donc, par exemple, voilà le nom Le Bihan. Et vous voyez que dans la première période, qui est de 1890 à 1914, en noir, en bleu foncé, c'est plus de 50% des Le Bihan. Et vous voyez qu'ils sont dans 2 départements seulement. C'est pas un hasard, l'un est le Morbihan et l'autre le Finistère. Et puis regardez, dans les 25 ans suivants, ils vont un petit peu se répandre, mais à peine, et ainsi de suite. Et quand on arrive même à la dernière période, plus de 50% des Le Bihan sont encore dans les 5 départements bretons, puis un petit peu dans des départements de la région parisienne. D'ailleurs, plus au nord qu'autour de la gare Montparnasse, comme on le prétend souvent. Même chose, vous voyez les Meyers, les Alsaciens, vous voyez cette vague d'avancée des Meyers, vous voyez qu'au début, même chose, 50% des Meyers sont dans le Bas-Rhin et dans la Moselle, et puis progressivement, ils sont dans toute l'Alsace, puis ils gagnent une partie du nord de la France, et maintenant, ils occupent une moitié de la France, mais la probabilité qu'un enfant à sa naissance porte le nom Meyer dans le Finistère ou bien dans les Landes est extrêmement faible, alors qu'elle est forte quand on est dans les départements de l'Est. Même chose pour Fabre. Donc vous voyez qu'il y a au fond une rémanence très ancienne de cette migration de voisinage, de ce qu'a été au départ la vague d'avancée. Mais à côté de ça, et c'est par là que je vais finir, il y a une nouveauté, et là vous en avez beaucoup entendu parler, je pense, hier, c'est que désormais les migrations se produisent sur des longues et des très longues distances. Si je vous montrais si je vous montrais par nationalité la carte des migrants qui sont arrivés récemment en France, ce n'est pas 94% qui viendraient de territoires ou d'États voisins, c'est seulement 11% qui viennent de territoires ou de pays voisins. 89% viennent de pays qui sont au moins séparés de nous par un autre pays et qui viennent en général d'ailleurs d'autres continents. Je vais vous montrer une carte pour un pays qui est le Danemark, où je vous ai mis, quand c'est en foncé, c'est là où on a plus de 12 000 originaires des pays, de ces pays-là au Danemark. Vous voyez qu'autour du Danemark, on a quand même encore des pays voisins, mais plus on s'éloigne, plus apparaissent des pays fournisseurs d'étrangers au Danemark qui sont très éloignés, comme la Chine, même les États-Unis d'ailleurs, et puis plus largement des pays, l'Inde, ou des pays, quelques pays même maintenant d'Afrique ou le Brésil. Et au Danemark actuellement, 86% des étrangers sont originaires d'un pays qui n'est pas voisin.
Mais c'est très différent. J'ai fait allusion à la différence pasteurs-agriculteurs, les pasteurs ont des migrations de longue distance, les agriculteurs de très courte distance. Mais désormais, c'est très différent. Les pasteurs l'emportaient pour des raisons militaires, pour des raisons de supériorité militaire. Or, les migrants qui arrivent de pays lointains maintenant en Europe n'ont pas du tout, et heureusement, ces caractéristiques. Donc là, il y a vraiment une nouveauté qui est cette mondialisation des migrations qu'on a dû d'ailleurs beaucoup vous montrer hier. Et à côté de cela, il y a l'autre phénomène auquel j'ai fait allusion, par lequel je vais finir, qui est ce métissage de plus en plus important des populations. Et dans le cas de la France, je vais vous montrer deux exemples. Alors, c'est un peu dur à lire, mais j'aime pas les tableaux de chiffres, donc je préfère montrer les tableaux sous forme de graphiques. Et ces graphiques montrent l'importance, vous le voyez, alors j'ai classé dans la population la proportion d'unions mixtes dont l'un au moins des deux conjoints est... plutôt la proportion d'unions comprenant au moins un immigré dont l'autre conjoint n'est pas immigré. Et vous voyez que ça a très vite augmenté, y compris pour les cas où l'éducation... Alors pour les cas où l'éducation est élevée, ce qui est tout en haut, c'est toute la barre du haut, ça a toujours été important, mais pour les personnes les plus âgées, qui ont 60-64 ans, il y avait très peu de métissage parce que c'était très souvent des ouvriers qu'on avait fait venir du sud de l'Algérie ou du Maroc et qui ensuite, par regroupement familial, avaient fait venir leur famille. Mais désormais, c'est plus du tout cela, particulièrement, y compris pour eux, mais surtout pour les personnes les plus éduqués. D'ailleurs, dans ce fameux regroupement familial dont on nous rebat souvent les oreilles, vous savez que désormais, 50% de ce regroupement familial, c'est des conjoints de Français. C'est-à-dire, c'est simplement des couples mixtes qui cherchent à vivre ensemble, ce qui est quand même pas une prétention énorme. Et un autre exemple, et c'est mon dernier, c'est un très beau travail de l'INSEE qui a trié les naissances non seulement selon le fait que les parents soient ou non immigrés. Il faut se méfier qu'immigré ne veut pas dire étranger. Vous savez que 40% des immigrés sont français. Ils ont été naturalisés. Et d'ailleurs, Benjamin Stora a fait une allusion hier à cela. Il y a des questions de vocabulaire qui sont assez dangereuses parce que étranger, quand vous êtes étranger, vous pouvez devenir français. C'est pas attaché à votre être. Quand vous êtes immigré, vous l'êtes toute votre vie. Parce que la définition en France de l'immigré, c'est être né étranger à l'étranger. Vous ne pouvez pas changer cela. Donc c'est pas rien le basculement qui s'est opéré, notamment dans les statistiques. Au lieu de parler d'étrangers, comme certaines cartes que je vous ai montrées, on s'est mis à parler, à partir des années 90, d'immigrés. Je pourrais expliquer quelle en est la raison. Mais enfin, arrêtons-nous aux parents immigrés ou non immigrés. Et vous voyez tout en haut à gauche le chiffre 10. Ça veut dire que 10% des naissances en France actuellement sont des naissances dont les deux parents sont immigrés. Et puis, à l'autre extrémité en diagonale, 60% des naissances sont des naissances dont les deux parents, et c'est ça la nouveauté, et les 4 grands-parents, c'est mis en rouge quand ils sont non immigrés, ne sont pas immigrés. Mais il y a 10 et 60. Alors, ce n'est pas la peine de regarder entre les deux, mais ça veut dire qu'entre les deux, il y a 30%. Et donc, il y a 30% des naissances où il y a au moins un grand-parent ou un parent qui est immigré et un parent ou un grand-parent qui est non immigré. C'est ça le métissage actuel dans la France par les naissances. Et quand on projette en supposant que les migrations resteront de même ordre qu'elles ont été, je parle particulièrement des migrations régulières depuis une quinzaine d'années, eh bien on s'aperçoit à ce moment-là qu'à la prochaine génération, la moitié des enfants qui naîtront, mais ça suppose bien sûr que les fécondités, justement les migrations restent les mêmes, la moitié des enfants qui naîtront
seront d'ascendance mixte. Donc là, vous en avez entendu parler de cette question du grand remplacement. Et cette question du grand remplacement, elle est typique des graphiques du 19e siècle que je vous ai montrés. En fait, le grand remplacement, ça sera le remplacement de populations d'origine étrangère et de populations d'origine française depuis beaucoup de générations par des populations d'origine mixte. Ça sera le métissage. Et vous avez vu que ce métissage a réussi à Homo sapiens dès le début. Et j'espère qu'il va, et je pense qu'il va continuer à lui réussir. On m'avait demandé d'être optimiste. Voilà la phrase optimiste. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hervé Lebras. On a vraiment une question, le temps d'une question ou deux, si elles sont très courtes. Là, je ne vois pas, comme je suis aveuglé, je ne vois pas. Voilà, ça c'est mieux. Est-ce qu'il y a une question ? Non. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Hervé Lebras. Et puis, on va passer tout de suite au cas grec. Donc j'appelle Maria Stavropoulos et son interprète. Vous aurez donc une traduction consécutive. Oui, il est là. Vous l'avez ici. Vous pouvez l'avoir. Non, je vais m'asseoir. Bonjour. I will speak in English. It is easier for me. I hope some of you understand. And if not, there will be simultaneous interpretation. And thank you very much for being here with me to help me today. At least it is easier for you and for her if I speak in English and not in Greek. Ah, but you understand English. Oui, je pense que vous avez déjà compris. Alors, Madame va parler en anglais, je vais traduire. Elle dit que ça sera plus facile pour vous peut-être de comprendre le français, mais je veux que vous avez déjà un peu compris. Et elle dit que ça sera quand même pour l'interprète plus facile que je parle en anglais qu'en grec. Okay. Until about 8 years ago, Greece had no asylum procedure to speak of. A very important decision of the European Court of Human Rights came out. It is the so-called MSS case, and it said that asylum seekers could not be returned back to Greece because the asylum procedure was not fair. Il y a environ 8 ans, en Grèce, on n'avait pas encore une procédure d'asile. Une décision très importante a été prise récemment par la Cour européenne des droits humains, qui s'appelle MSS, et qui dit que les demandeurs d'asile ne peuvent pas être retournés au pays d'origine. Donc les procédures d'asile avant n'étaient pas justes. As a result of this decision, the Greek government, under considerable pressure from its European partners, decided to create a new public agency, a new state agency that would be fully dedicated to examining asylum applications. Donc une décision très importante qui est prise par le gouvernement grec sous la pression de l'Europe a été donc de créer une nouvelle agence publique de l'État qui était donc dédiée exclusivement à traiter les demandes d'asile. And this was the Asylum Service, which began its operations and started examining asylum applications in June 2013. And this agency I was heading for 6 years,
and I just left a week ago because of the end of my term. Donc, le service d'asile s'occupait d'examiner ces demandes d'asile. Donc, il l'a fait à partir de juin 2013. J'ai été à la tête de ce service pendant 6 ans et j'ai quitté mon poste il y a une semaine. Now, I will tell you what has happened since June 2013. We started examining applications, and in those, this is the total of the number of asylum applications we have examined from June 2013 until the end of 2017. Donc, je vais vous dire un peu ce qu'on a fait depuis juin 2013, ce qui s'est passé. On a commencé à examiner les demandes d'asile. Elle indique en ce moment donc les demandes totales qu'ils ont examinées depuis 2013 jusqu'à la fin de 2017. But what is very interesting is this. In 2015 and 2016, the number of asylum applications in Greece rose dramatically. As you can see, very, very steep increase. Why this happened, I will say in a minute, but the important thing to remember is that in Greece in 2017, there were almost 60,000 asylum applications. 60,000. Donc, la chose la plus importante, vous la voyez aussi à droite. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le nombre de demandes d'asile a augmenté beaucoup dans les dernières années, surtout en 2015 et 2016. Je vais vous dire donc dans quelques minutes pourquoi, mais il faut aussi considérer une autre chose très importante, c'est-à-dire que la Grèce en 2017 a reçu presque 60 000 demandes d'asile. And of course, all indicators are going up. So, for example, the number of unaccompanied minors has also risen dramatically, and you can see it here. Donc, comme vous pouvez voir aussi, le nombre de mineurs non accompagnés a augmenté aussi cette année. Now, it is also important to remember that in Greece, 3 of the 4 top countries from where our asylum seekers come are refugee-producing countries: Syria, Afghanistan, and Iraq. It's not because Greece recognizes them as refugees, it's because Europe recognizes most people coming from these countries as refugees. Donc, il faut considérer aussi que les 3/4 des demandes d'asile que nous recevons sont des demandes qui proviennent de personnes, de réfugiés. Donc, les 3 principaux pays sont donc la Syrie, l'Afrique et l'Afghanistan. L'Afghanistan et l'Irak. Non, c'est bien ça. Et l'Irak. Donc, c'est pas la Grèce qui reconnaît ces personnes comme réfugiés, mais c'est l'Europe qui les reconnaît pour la plupart comme des réfugiés. And we say that the eligibility rate, this is how many people are recognized as refugees, the eligibility rate in Greece right now is about 45 and 50%. So 1 in 2 people receives international protection. Il faut aussi considérer que le taux d'éligibilité est de entre 45 et 50%. Donc, une personne sur 2 reçoit la protection internationale. But what happened? What happened and the number of asylum seekers rose so much in Greece? This timeline here shows the number of asylum applications and the key events that happened since especially 2016. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le nombre de demandeurs d'asile a augmenté autant en Grèce? Donc ici, vous voyez un graphique qui se réfère au nombre de demandes d'asile et les événements clés qu'on peut aussi voir dans ce même graphique. The most important one that explains the huge rise in asylum applications is the
European Union-Turkey Common Declaration, as well as the closing of the Western Balkans route. Donc, on a une forte augmentation de demandes d'asile. L'événement le plus marquant est la déclaration entre Europe et Turquie qui concerne la fermeture de la route des Balkans. What essentially happened was that people who did not want to apply for asylum in Greece and did not want to receive asylum in Greece were essentially trapped in Greece. And suddenly, their own possibility to get some kind of protection was to apply for asylum. Donc, les personnes, en fait, n'avaient pas envie de demander un asile en Grèce. Et ce qui s'est passé, c'était que ces personnes restaient donc bloquées en Grèce. Et ils ont compris maintenant que donc, la seule possibilité de recevoir une protection, c'est de demander cet asile en Grèce, justement. Now, this reminds me a little bit what was said yesterday about the situation in Calais. And that people didn't want originally to leave from Calais because they had a different dream. And this is something that we need always to remember. This is essentially what happened to asylum seekers in Greece. Their dream could no longer be realized. Donc cette situation me rappelle un petit peu ce que disait hier donc sur Calais. Les personnes qui arrivent dans certains pays ont peut-être envie d'aller ailleurs. Donc il faut considérer, concernant par rapport aux demandeurs d'asile, qu'on pourrait risquer de ne pas réaliser leurs rêves. Now, the original idea of the EU-Turkey statement was that whoever arrived on the Greek islands after March 2016 would go back to Turkey. Donc l'idée, avant la déclaration entre Europe et Turquie, c'était que toute personne qui arrivait en Grèce avant donc mai 2016 devait retourner en Turquie. However, by strictly applying the criteria of the law, the situation 2 years later is more like this. Si nous considérons par contre la situation 2 ans plus tard, si on applique strictement la loi, on a cette situation que vous voyez là. In other words, rather few people can return back to Turkey. And the numbers are here. Oops, not there. Here. Donc très peu de personnes peuvent être renvoyées en Turquie. Et là, vous avez les chiffres. And again, this is not because anybody wanted it to be this way, but because this is the result of applying strictly the law. Donc, cette situation ne s'est pas passée parce que tout le monde la voulait, mais c'est les résultats d'appliquer strictement la loi. And this is so for 2 important reasons. One is because among the people who are arriving on the Greek islands, there are very many people who are vulnerable, in a vulnerable category, which is normal because they come from war-torn situations. Donc on a 2 raisons principales à cela. La première est qu'en Grèce, beaucoup de personnes qui arrivent en Grèce sont très vulnérables, ce qui est normal parce qu'elles arrivent dans des situations de guerre. And the second reason is that many have family members in other European member states. So they have a right to be reunified with their families. Et la deuxième raison est que ces personnes ont peut-être des membres de leur famille qui sont dans d'autres pays et ont donc le droit de pouvoir le rejoindre.
And this is very clear on this slide. Since 2016, the number of what is called Dublin requests, means that Greece requests other member states to take asylum seekers who are in Greece, has gone also up very significantly. Et ce qu'on voit ici, c'est la situation à partir de 2016 en ce qui concerne les demandes de doublons. Ce qu'on appelle comme ça, donc c'est les demandes que la Grèce fait aux autres pays par rapport à ce sujet. Of course, the country where we send most of those requests is Germany, because Germany received so many asylum seekers in 2015 and early 2016. But there are other countries as well. France is not among them, and that has to do with the routes through Europe rather than anything else. Donc la Grèce envoie la plupart de ces personnes en Allemagne. Pourquoi en Allemagne? Parce qu'en 2015, ce pays en a reçu vraiment beaucoup. On ne peut pas avoir la France parmi ces pays, mais ça a quelque chose à voir, surtout avec une question géographique. France, however, helped very much with the implementation of the European relocation program. Now, that was a very, very interesting experiment. It was a decision of the European Council to help Italy and Greece with a disproportionately high number of asylum applications they were receiving. Par contre, la France a contribué beaucoup à l'implémentation du programme de réinstallation de l'Union européenne. Cette chose est vraiment très intéressante. Ça concerne aussi une autre décision du Conseil européen qui a permis d'aider beaucoup l'Italie et la Grèce à faire face au nombre élevé de demandeurs d'asile. Through this program, almost 22,000 asylum applicants left from Greece to other European member states in a safe way. Donc, en appliquant ce programme, environ 22 000 demandeurs d'asile ont pu laisser la Grèce vers d'autres pays membres de l'Europe dans une manière sûre. And I'm saying this and stressing it because when there are no legal and safe pathways for people to leave from countries like Greece and Italy, that's when smugglers get their business. Je souligne beaucoup ce point parce que s'il n'y a pas de route légale pour aider ces personnes à laisser des pays comme la Grèce et l'Italie, c'est là que les trafiquants d'êtres humains interviennent. These figures here show the countries who took in most refugees under the relocation program. Now, while Germany has taken the most, France is the second one. And then you see other countries that have taken significant numbers. Donc ici, on voit les données des personnes qui ont accueilli le plus de réfugiés. Donc on voit en tête l'Allemagne, mais à la deuxième place, on voit également la France. And I have to say that France was one of the very first member states that started with a relocation program, and also that it worked very, very closely with us and in a genuine effort to make this experiment work. Il faut également dire que la France a été l'un des pays qui a travaillé le plus, qui a collaboré le plus avec nous dans ce programme de réinstallation pour rendre donc cette expérimentation possible. Now this is France here. Donc là, vous voyez la France. Now, of course, one has to also say that some of the smaller countries, such as Malta, Latvia, Finland, Lithuania, Luxembourg, and Sweden, as well as Norway and Switzerland, were the member states that completed
totally their obligations coming from the relocation program. Il faut aussi rappeler que d'autres pays plus petits comme Malte, la Lettonie, la Lituanie, la Suède, le Luxembourg, la Norvège, la Suisse ont aussi appliqué strictement ces critères du programme de réinstallation. So where are we today? First, we see that very many people are applying for asylum in Greece. And the second is that we see that the procedure is overall of high quality and fair. That's not me saying it, it is the eligibility rates that I showed you before that demonstrated. Donc, où nous sommes aujourd'hui par rapport à ce sujet? Il y a beaucoup de personnes qui demandent asile en Grèce, beaucoup plus qu'avant, et on peut appliquer une procédure égale, juste. C'est pas moi qui le dis, c'est les taux d'éligibilité qui le démontrent. There are two other issues we have invested in very heavily, for which Greece had been criticized by the European Court of Human Rights. The one is the provision of information to asylum seekers, extremely important for any asylum procedure. Donc la Grèce a investi beaucoup et a été aussi appréciée par l'Union européenne pour ce qu'elle fait pour les demandeurs d'asile, notamment par rapport aux informations qu'elle donne aux demandeurs d'asile. So of course we have a website that has a lot of information. We have a Facebook page and a Twitter page, but also we have a mobile app for asylum seekers. And we were one of the first state administrations, one of the first 4 state administrations to develop such an app. Donc, comme vous pouvez voir, on a un site web, on a un compte Facebook, Twitter, on a aussi une application pour portable dédiée aux demandeurs d'asile. Et nous, en Grèce, on a été les premiers à développer, comme administration de l'État, cette application. Why have we invested in the mobile app and the website? Because we know that today's asylum seekers, this was also mentioned yesterday a few times, of course they use modern technology to get their information. Donc, pourquoi nous avons investi autant dans ce site web, dans cette application? Comme on l'a dit hier, c'est parce qu'on sait que ces personnes utilisent les technologies modernes pour obtenir des informations. Where is that leaving us? So yes, we have a better asylum procedure in Greece now. And now member states say, well, it's time for Greece to start taking back its asylum seekers, to start implementing the Dublin regulation, to start taking back everyone who comes through Greece who has then moved on to apply for asylum in another member state. Donc, où sommes-nous aujourd'hui par rapport à cette question? La procédure d'asile a beaucoup amélioré sûrement en Grèce, mais il faut considérer qu'il faut pour la Grèce commencer aussi à reprendre ces personnes, donc à appliquer ces règlements de Dublin. Now, what does this show us here? And this is actually very worrying. It shows us the number, these circles here are the numbers, represent the number of asylum applications in member states. So the largest circle is Germany, then comes Italy, then France, then Greece. Donc, ce que vous voyez ici, c'est assez inquiétant. C'est le nombre de demandes d'asile que ces pays ont reçues. Vous voyez en première place l'Allemagne, ensuite l'Italie et la France. And then Greece. Et après la Grèce, pardon. But what is really worrying is not the size of the circles. The worrying thing is the percentage inside each circle.
because this shows the difference between 2016 and 2017. Mais ce qui est surtout inquiétant, c'est le pourcentage. Donc cela montre vraiment la différence entre 2016 et 2017. So in Germany, there has been a very steep decrease in the number of asylum applications, minus 75%, whereas in France, Italy, but especially in Greece, there has been a very important increase. Donc, comme nous pouvons voir, en Allemagne, on a eu une forte réduction, diminution des demandes d'asile, donc moins 75%. Par contre, en France, en Italie et en Grèce, on a eu une grande augmentation. And the problem is particularly acute for Greece, given its size and the state of its economy and its population. Italy and France are large countries, but Greece, by comparison, is small. And this is why, at the moment, in Greece, the ratio between asylum applicants and residents in the country is the highest in Europe at the moment. Donc, il faut considérer également des éléments par rapport à la Grèce. Donc, la dimension, l'économie de l'État, la population par rapport à d'autres pays comme l'Italie ou la France. Donc, la Grèce, c'est un petit pays qui présente donc un ratio entre le demandeur d'asile et les résidents qui est entre les plus élevés, non, même le plus élevé en Europe. And it's easy to see that the Netherlands, for example, where's the Netherlands here? There, receives much fewer asylum applicants than Greece, even though it's a much bigger country by size of population. Il faut aussi considérer que même si les Pays-Bas sont un pays plus grand de la Grèce, en termes de population et dimension, reçoit moins d'applications de demandes d'asile par rapport à la Grèce. So what does that tell us? It tells us that Greece has a highly disproportionate obligation in processing asylum applications and receiving asylum seekers. Ce qui démontre donc que la Grèce a une très forte obligation en ce qui concerne le traitement des demandes d'asile, mais en ce qui concerne aussi la réception donc des demandeurs d'asile. What does that mean as a consequence? It means that since we're all in Europe, we must look much more seriously on the issue of burden sharing. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que comme nous sommes tous en Europe, on doit vraiment aborder très sérieusement le thème du partage de cette charge. Of course, some say that Greece is receiving very much financial support. And yes, indeed, and this is the funding the Greek Asylum Service has received, which it has actually absorbed to a very high rate. But throwing money into a situation is not a sufficient form of burden sharing. Donc il faut, beaucoup de personnes nous disent oui, mais la Grèce a reçu beaucoup d'argent, elle a été vraiment aidée, surtout le service d'asile de la Grèce a vraiment reçu beaucoup de fonds. Mais c'est là, donc donner de l'argent pour gérer ces projets n'est sûrement pas suffisant. Which is why, in my view, we need to start looking at a new idea. And this is not just a common European asylum system, but a single European asylum system. Now, we have such a thing in hybrid, in very small experimental form on the Greek islands. And how this has happened is the following. To be able to process the very high number of asylum applicants coming in Greece in 2016 and 2017, we asked other member states
to send us staff, their experts, to help us with the processing of asylum applications. Donc pourquoi c'est pas suffisant? Il faut prendre en compte surtout qu'il faut proposer de nouvelles idées. Au niveau, par exemple, de l'Union européenne, il faut pas seulement avoir un système commun, mais un système unique, donc on peut partager. Et une autre manière intéressante de résoudre ce problème est de traiter donc les demandes qu'on a, surtout les demandes, cette augmentation des demandes qu'on a eues en 2016 et 2017, en demandant donc à d'autres pays membres de l'Union européenne de nous envoyer des personnes, des équipes, des experts qui puissent nous aider à traiter ces demandes. At the end of the day, unless the institution of asylum is harmonized, truly harmonized around Europe, people will want to move from one country to the other. Donc, si on arrive à harmoniser les institutions qui s'occupent d'asile, les personnes pourront plus facilement se déplacer entre les différents pays. And so to conclude, I would say this. Irrespective of how well Greece handles its asylum applications, how fair the procedure is, how many asylum applicants we manage to receive, unless there is a real effort for a common European approach, this won't take us much further. Donc, pour terminer, j'aimerais dire que même si la Grèce arrive vraiment à gérer très bien les demandes d'asile d'une manière donc équitable, si on n'a pas un effort commun et réel au niveau européen, on ne pourra pas vraiment aller au-delà. And we have experienced this in 2015. If the asylum system in one member state collapses, then there's a real danger for Schengen to collapse. And if Schengen collapses, the entire European project comes into question. So I think that these 2 days here and the Collège des Mondes Possibles can perhaps be a good starting point for some fresh ideas as to how we go forward from here. Donc, comme l'année 2015 nous a démontré, il faut avoir vraiment un bon système en Europe. Comme on l'a vu, si le système dans des États membres collapse, chute, c'est Schengen même qui est à risque. Et donc, avec ça aussi, le projet de l'Union européenne qui est à risque. Donc, je pense que les 2 jours qu'on a passés ici, dans le Collège des Mondes Possibles, soient une bonne façon de présenter des bonnes idées pour continuer dans ce système. Thank you very much for your attention and also for your patience. Je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre patience. Et merci à toi aussi. Excusez-moi, comme je dois m'activer pour la conclusion. Je sors de ma boîte pour relancer donc le débat avec la salle pour 1 ou 2 questions avant la pause. S'il y a une question, sinon, il est quelle heure? Il est 11 heures. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une pause de 5 minutes, 5-10 minutes, avant d'accueillir Bernard Cazeneuve. Voilà, je ne sais pas s'il est arrivé d'ailleurs. Ah bah d'accord, pardon. Monsieur le ministre, ravi de faire votre...